je vous expliquerai pourquoi je vous ai proposé de changer de lieu où on observe la respiration, d'essayer de le faire dans la région des narines plutôt que dans la région abdominale comme d'habitude. Ça m'intéresserait d'avoir peut-être, si une personne a quelque chose à commenter sur la différence entre l'observation de la respiration là et l'observation de la respiration là pour vous. Est-ce que vous avez remarqué une différence? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Je trouve qu'on est plus proche du cerveau et de la tête. C'est vrai que il y a moins de chemin, je trouve, par rapport à... Enfin, on est moins... Tu aurais pu nous parler des pieds ou autre, mais là, c'est vrai tout à coup, on raccourcit, je trouve, le chemin entre la conscience et... Enfin, c'est comme si tu demandais si on pouvait respirer par le cerveau et que tu nous disais qu'il fallait prendre conscience du cerveau. Donc, dans le sens d'une plus grande facilité, d'une moins grande distance par rapport à l'endroit où tu situes ton attention et l'endroit où tu dois l'amener, c'est ça? Moi, il me semble. Ok. D'autres personnes se reconnaissent un peu là-dedans? Ouais. Non, j'ai l'impression que c'est plus naturel la respiration, parce que quand je me sens sur l'abdominal, je vais un peu plus, je sais pas, contrôler. Donc là, c'est presque plus naturel. Ok. Spontané, je sais pas. Ça peut aller dans les deux sens parce que parfois c'est le contraire. Ouais. Il y a des personnes qui disent qu'elles sentent presque rien là, donc elles se forcent un peu plus pour avoir une sensation. D'autres choses? Peut-être plus facile, mais moins profond. Moins profond. Plus superficiel. Dans quel sens? Moi j'ai l'impression qu'on va au niveau des abdominaux, là, il y a vraiment le corps qui est en jeu aussi. Oui. Et là, pour moi, c'est plus superficiel. Oui. Oui. Alors, ça va dans le sens de la raison pour laquelle c'est plus souvent prescrit comme méditation de concentration. En fait, on a deux directions de pratique qui correspondent aussi à ce qu'on veut développer. On peut avoir des pratiques qui vont plus développer la stabilité de l'attention et d'autres qui vont plus développer notre capacité à reconnaître ce qui se passe en nous. Donc c'est vraiment une espèce de spectre. On a des méditations, par exemple, une méditation pour prendre un cas extrême. Si vous répétez un mantra qui n'a pas de signification, donc vous répétez une phrase Atta Atta Auto Uglu en boucle. Je sais pas d'où me vient cet exemple. Là, ça a une bonne capacité à stabiliser votre attention. Ça occupe l'espace même de votre parole intérieure. Et donc, ça favorise l'établissement d'une stabilité dans l'attention. Par contre, c'est compliqué d'observer ce qui émerge spontanément parce qu'il y a plus grand chose qui émerge spontanément. De temps en temps, vous allez perdre votre attention, mais vous n'aurez pas la possibilité d'observer l'émergence d'une pensée ou l'émergence de quelque chose. Donc, ça développe plus de stabilité, mais moins d'observation de ce qui se produit spontanément en nous. Et évidemment, à l'autre extrême, vous avez une méditation comme l'attention ouverte, où on se focalise sur rien, et on laisse venir les pensées, les émotions, les sensations, et là on est complètement dans la recherche de cette capacité à observer ce qui vient en nous. Et la raison pour laquelle dans la tradition du MBSR et les traditions bouddhistes qui l'ont inspiré, on se centre sur la respiration abdominale, c'est que c'est une espèce de compromis, parce que oui, ça nous offre un endroit assez précis où on peut stabiliser notre attention, trouver de la concentration, mais on sent très bien la vie émotionnelle aussi dans cette région-là. Donc si tout à coup il y a une émotion qui survient, elle affectera la respiration telle qu'on la sent là, et on remarquera ah tiens anxiété ou ah tiens colère, etc. Donc on est à la fois dans une méditation qui permet de cultiver la concentration et une méditation qui permet de cultiver cette relation à ce qui émerge spontanément. Et si on veut plus se centrer sur la concentration, ici, c'est intéressant parce que c'est plus abstrait, c'est plus détaché de la vie émotionnelle, et c'est un point plus précis aussi. C'est vraiment cette espèce de laser comme ça, pointé à un endroit précis. Donc ça permet plus de cultiver la concentration et un petit peu moins cette capacité à observer ce qui émerge. Alors, la concentration, c'est un mot, mais il faut toujours commencer par là, qui est très mal choisi. C'est le mot qui a été conservé pour décrire cette chose-là
dans la langue anglaise, française. Mais si on en revient aux origines bouddhistes, le mot qui correspond à concentration, c'est samadhi, dans la langue pali. Et dans samadhi, il y a l'idée de tranquillité, l'idée d'un esprit qui est rassemblé plutôt que dispersé. Et on parle souvent des méditations, dans certaines traditions, on traduit vraiment ça par tranquillité, les méditations de tranquillité. Donc une harmonie, un rassemblement, le contraire de la dispersion et de l'agitation. C'est une qualité méditative, donc elle est toujours présente, même dans l'attention ouverte, elle est présente. Tout comme la pleine conscience est présente aussi. Donc, pleine conscience, ça renvoie au terme sati chez les bouddhistes, et c'est le rapport qu'on a à notre expérience. Ça veut dire, on est dans l'instant présent, on observe notre expérience dans l'instant présent, et on prend conscience qu'elle est impermanente, qu'elle va changer, qu'elle va passer, et on prend conscience qu'elle n'est pas nous, mais qu'elle est juste quelque chose qui nous arrive et qu'on peut observer. Ça, c'est la pleine conscience, cette capacité-là qu'on développe en méditant. Je vais poser une question. Oui. Si on pense à rien, c'est pas de la méditation. Si on pense à rien, généralement, en méditation, on pense à quelque chose. Mais, et c'est super intéressant, à chaque fois que vous vous dites « je pense à rien », ok, il se passe quoi? Ce que j'appelle penser à rien, concrètement, il se passe quoi? Est-ce qu'il y a une nuance où j'écoute le silence? Est-ce qu'il y a une nuance où je regarde le vide? Et généralement, il y en a une. On est généralement dans une modalité sensorielle quand même. Et la concentration, c'est cette autre compétence. Donc les deux travaillent ensemble. On observe ce qui est présent, dans l'instant présent, et on cherche à cultiver une stabilité dans cette observation. Et ça, c'est la concentration, la stabilité. Ou la force, la stabilité, l'intensité, la force de notre attention à l'instant présent. Ça renvoie au développement, quand on affine cette compétence, une notion du temps qui est plus fine. C'est comme si vous passiez d'une observation du temps qui se découpe en secondes à une observation du temps qui se découpe en millisecondes. Je ne sais pas si parfois, dans vos méditations, vous vivez ce passage. Il y a un moment où c'est assez grossier, et puis par moment, vous avez vraiment l'impression que c'est chaque instant de la respiration que vous percevez, ou que c'est les tout petits moments où votre pensée se transforme en son tout à coup, en attention ouverte, ou après le son tout à coup, c'est une sensation qui attire votre attention. Donc, il y a des moments où on a une concentration qui est moins forte, et dans ces moments-là, on a une notion du temps qui est un peu plus grossièrement découpée. Ah, j'étais attentif, et là je le suis plus. Mais je sais pas très bien ce qui s'est passé entre les deux. Donc cette idée de stabilité, de force de l'attention, c'est un peu plus quantitatif dans la concentration. À la pleine conscience, c'est un peu plus qualitatif. C'est le genre de rapport qu'on entretient à notre expérience. Conscient de ce qui est là, sachant que ça change, que ça passe, et que ce n'est pas qui nous sommes. Donc, on a toujours besoin de concentration et on a toujours besoin de pleine conscience. Dans les méditations de concentration, on a de la pleine conscience. Dans les méditations de pleine conscience, d'attention ouverte, on a de la concentration. Et cette idée de stabilité, elle peut s'exercer face à un objet unique, donc la respiration. Vous restez tout au long de l'inspiration, tout au long de l'expiration, entre deux respirations. Vous êtes toujours au même endroit, toujours en conscience de ce qui se passe. Mais vous pouvez aussi avoir une concentration très stable en attention ouverte. Vous sentez un fourmillement dans le pied et vous étiez jusqu'au dernier instant avec le fourmillement dans le pied et tout à coup il y a un son qui apparaît et il n'y a pas pour vous de temps mort entre les deux. Vous êtes passé de la conscience du fourmillement dans le pied à un son que vous écoutez. Donc c'est un bon niveau de concentration dans cet instant-là parce que vous sentez vraiment la continuité du temps qui s'écoule consciemment pour vous et il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de trou. Par contre, il y a une différence quand même, malheureusement, dans ces deux compétences. La pleine conscience est un petit peu comme le vélo. C'est-à-dire que quand vous avez goûté à la pleine conscience, ça peut commencer à votre premier cours de MBSR, l'exercice du raisin, vous dites « Ah tiens,
cette façon-là de sentir exactement le goût du raisin après chaque morse, ok, ça c'est être en pleine conscience du raisin. Eh ben, vous le perdez pas trop. Vous le perdez chaque jour régulièrement, mais vous savez comment le retrouver. Une fois que vous avez appris à pédaler, c'est bon. Et du coup, vous perdez aussi jamais la conscience de quand vous n'êtes pas en pleine conscience et de quand vous y êtes de nouveau. On le perd un peu, mais pas beaucoup. Par contre, la concentration, c'est très très variable. Et on peut faire une retraite, ça m'est arrivé malheureusement des dizaines de fois. Je fais une retraite méditative, très intensive, je médite mes 14 heures par jour. J'ai des moments où ma stabilité, donc ma concentration est vraiment, vraiment très bonne. Et je me dis, maintenant j'ai chopé le truc. Je vais revenir à la vie quotidienne et je vais être présent à chaque instant depuis le moment où je me lève jusqu'au soir. Mes méditations vont changer de qualité et malheureusement, c'est un petit peu vrai. Il y a quand même quelque chose, ne serait-ce que la confiance dans le fait que c'est possible d'avoir un certain niveau de concentration. Et probablement que c'est plus facile de le retrouver. Mais ça se perd vite. Et c'est tout à fait quelque chose, si vous avez médité tous les jours pendant plusieurs mois après votre cours MBSR et que tout à coup vous avez arrêté pendant 2 mois, ce que vous sentirez en premier, c'est que la concentration n'est plus aussi bonne qu'avant. Vous saurez encore ce que c'est, parce que la pleine conscience, vous n'avez pas oublié, mais par contre, il y aura beaucoup d'interruptions. Après 2 respirations, vous penserez déjà à complètement autre chose. Donc ça, c'est ce qui est un peu démoralisant par moment avec la concentration. Qu'est-ce qui la favorise? Et je trouve intéressant parce que les facteurs qui la favorisent nous permettent de comprendre ce que c'est et ce que ça n'est pas. Parce que justement, le mode concentration, ça évoque un peu ça. Les sourcils qui se froncent. Alors que ce qui favorise la concentration, le samadhi, c'est le bonheur. Être heureux, c'est plus facile d'être concentré quand on est heureux. La détente corporelle, c'est plus facile quand on est détendu. Une forme quand même de zèle, de bonne volonté, de détermination et de la curiosité. Une capacité aussi à apprécier l'objet, à apprécier la respiration. Tiens, j'aime bien cette respiration, j'aime bien la sentir. C'est une sensation qui est intéressante, qui est agréable, qui est riche, qui est jamais exactement pareille d'une respiration à l'autre. Donc ça dessine bien, ça fait le portrait d'une compétence qui n'exige pas de se tordre de douleur, de froncer les sourcils, mais plutôt d'être dans l'appréciation, dans la détente, quelque chose de intrinsèquement agréable en fait dans cet état-là. Quels objets est-ce qu'on utilise? Alors on en a utilisé un qui est typique de la concentration, mais il y en a plein d'autres. Et si vous avez l'envie d'expérimenter, par exemple la flamme d'une bougie, traditionnellement c'est un objet utilisé pour développer la concentration. Et c'est assez spécial. On fixe la flamme jusqu'à ce qu'on ait l'image négative. Cette espèce de flamme bleue si on a fixé une flamme orange. Et quand on a l'image négative, on ferme les yeux et du coup on continue de voir la flamme bleue. Et on fait de cette flamme bleue un objet de méditation. On continue les yeux fermés à la regarder aussi longtemps que possible. Et l'idée c'est que avec un peu de pratique, on continuera à voir, entre guillemets, la flamme bleue, les yeux fermés, longtemps après que normalement elle aurait disparu parce que nos yeux se sont de nouveau accommodés à l'obscurité. Et c'est un objet qui est... Les objets visuels sont souvent utilisés pour les méditations de concentration. Ça peut être n'importe quelle sensation dans le corps, les sons. Une très bonne méditation pour développer la concentration, c'est la marche. Il y a vraiment cette idée de continuité, un micro-mouvement après l'autre, on sent chaque détail de chaque pas. On peut aussi, pour les sensations dans le corps, faire une méditation où on passe d'un point de contact à un autre. Généralement, on tourne entre
pied gauche, pied droit, en contact avec le sol. Ça peut être le pied, pour moi ce serait toute la partie qui est en contact avec le sol à droite. Bassin, main droite, main gauche. Et après on recommence, pied droit, pied gauche, etc. On cycle en fait autour de toutes les parties du corps qui touchent le sol ou le coussin ou les cuisses pour les mains. C'est aussi une assez bonne méditation pour établir la concentration. Et si j'ai le temps, on pourra le faire ensemble, mais peut-être pas tout de suite, je vais pas prendre le risque. La bienveillance, c'est une excellente méditation de concentration. Il y a cette phrase, ça stabilise bien l'esprit, ça occupe bien l'esprit. Et même la bienveillance comme état d'esprit, comme intention, cette gentillesse qu'on peut ressentir, qu'on peut manifester intérieurement, ça peut être aussi un bon objet de concentration. D'ailleurs, assez génial en termes de satisfaction qu'on a à le faire. Si vous restez dans cet état longtemps, c'est extrêmement plaisant. Et il y a vraiment un moment, je ne sais pas si ça vous est arrivé avec la méditation de bienveillance, mais où vous éprouvez une bienveillance sans objet. C'est-à-dire que vous commencez par penser aux gens, vous leur adressez des choses gentilles, vous le faites pour vous, et à un moment, sans avoir besoin de mots, cet état de bienveillance reste là, et il continue à brûler comme une braise qui continue à brûler. Et vous savez pas très bien qui vous aimez, mais vous êtes dans l'amour. Et c'est pas mal. Ça m'est arrivé dans une retraite de réaliser que j'aimais la porte que j'ouvrais, que j'aimais ma tasse de tisane, que voilà. Et c'est bien. À l'époque bouddhiste, je crois que le Bouddha avait fait le constat qu'il voyait aucun désavantage à rester longtemps dans cet état-là. Il y a pas ça rend pas non plus trop dépendant, malgré tout, et c'est très agréable. Il y a une notion que les bouddhistes appellent le juste effort. Pour construire une bonne qualité de concentration, on parle souvent de la métaphore de la guitare. La corde, si elle est trop tendue, ça sonne faux. Si elle est trop détendue, ça sonne faux aussi. Et la tension, c'est pareil. Si on a trop les sourcils froncés, ça marche pas, parce que la tension rend l'expérience désagréable, et ce qui est désagréable crée ce qu'on appelle techniquement du rejet, de l'aversion, une émotion déplaisante et une distraction. Et si on est trop relâché, voilà, il y a de la somnolence, il y a quelque chose qui est pas assez tonique, et là aussi on perd cette concentration. On dit souvent que c'est comme si vous entraîniez, si vous éduquiez un petit chiot adorable que vous aimez très fort, avec beaucoup de patience, avec cette idée de ramener votre attention. Non, c'est pas là. Voilà, oui, non, toujours pas. Donc il y a cette attitude gentille pour votre propre attention, cette douceur, cette absence de tension inutile, mais en même temps il y a une détermination. On ne va pas laisser le chiot faire autre chose que ce qu'on veut lui faire faire. Et j'ai réalisé qu'en fait, ça pouvait être utile. J'en ai parlé une fois et ça avait aidé quelqu'un, donc j'en reparle. Dans la tradition bouddhiste, ils distinguent, dans la relation à l'objet, deux étapes. Il y a ce qu'ils appellent vitakka. Et vitakka, c'est prendre contact avec l'objet de méditation. C'est-à-dire, quand vous observez la respiration, vous dire « Ah, c'est cette sensation dans cette région-là », vous l'identifiez. C'est là que je sens la respiration. Et après, il y a vijara, qui est maintenir le contact avec ce qu'on a ciblé. Donc il y a vraiment cette idée de « Ah, c'est ça que je veux observer, ok, maintenant je reste avec ça ». Et une très belle métaphore pour vitakka et vijara, c'est, si vous avez déjà vu un rapace qui plane, le coup d'aile, c'est cette prise de contact avec l'objet de méditation, et après il plane.
Et de temps en temps, il a de nouveau besoin d'un petit coup d'aile et il se remet à planer. Et dans nos méditations, c'est un peu la même chose parce qu'il y a un moment, généralement, où vous vous dites « Ah, c'est ça que je veux observer ». Et après, vous restez juste avec ce que vous avez ciblé. Mais ça marche un certain temps. Et tout à coup, il y a quelque chose qui se ramollit et vous avez besoin de nouveau vous dire « Ah, c'est déjà quoi que j'observe ? Ah oui, c'est ça. Hein ?» et vous y revenez. Donc, suivant l'état de notre concentration, on ressemble à ce rapace merveilleux, haut dans le ciel, qui a un battement d'aile toutes les 15 minutes, ou on ressemble à un moineau frénétique sous cocaïne. Mais c'est aussi une bonne mesure de l'état actuel de notre concentration dans le cours d'une méditation. C'est aussi comme si on disait à un taxi, suivez cette voiture. Et on lui pointe la voiture du doigt, c'est cette voiture-là que tu dois suivre. Et 3 minutes plus tard, vous réalisez qu'il est en train de suivre un vélo. Vous dites, mais enfin, c'était la voiture. Ah oui, pardon, la voiture. Ou que la vitre du taxi se remplit de gouttes de pluie et que de temps en temps, il faut passer un coup d'essuie-glace. Vous voyez mes métaphores comme elles sont. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose, et de temps en temps, je m'étais amusé à noter quand je faisais du Vitakka, donc cette prise de contact. Et il y a vraiment des moments dans la méditation où je le disais toutes les 5 secondes, parce que toutes les 5 secondes, j'avais besoin de rafraîchir ce que c'était que je voulais observer. Et à d'autres moments où je restais très très longtemps, vraiment en train de planer dans ma relation à l'objet de méditation. Donc je pense que ça fait partie de ces concepts qui ont un intérêt pratique. De penser les choses comme ça vous donne une façon de comprendre ce qui se passe dans vos méditations qui peut vous aider à être un rapace plutôt qu'un moineau. Dans l'établissement de la concentration, il y a une relation au temps. Et c'est vraiment, vraiment super important, cette relation au temps. Et c'est quelque chose que j'essayais d'expliquer dans le cours MBSR en disant qu'on porte l'attention, on a besoin que de l'attention nécessaire pour avoir conscience d'une demi-respiration. C'est vraiment, cette inspiration-là, ok. Et maintenant, cette expiration-là, ok. Et maintenant, cet espace entre 2 respirations. Comme une course de relais, où à chaque fois, ça je l'ai observé, maintenant j'observe ça. Ça je l'ai observé, maintenant j'observe ça. Et évidemment, plus le découpage du temps est fin, plus c'est un signe qu'on est dans un moment où notre concentration est bien établie. Et en ce sens, prendre conscience d'abord de l'inspiration, ensuite de l'expiration, ensuite de l'espace entre les deux, et c'est ce qu'on fait aussi quand on utilise la note mentale, qu'on dit lever, baisser, etc. C'est à chaque fois on remet un petit peu de Vitakka en se rappelant qu'est-ce que j'observe maintenant. Et ça aide à maintenir l'attention. Un enseignant de pleine conscience a détourné une expression utilisée généralement chez les disc jockeys. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, on parle de BPM. Hein. Les beats per minute, le nombre de battements par minute. Un disc jockey qui fait bien son travail, il doit enchaîner des morceaux qui ont le même rythme pour que ce soit gracieux. Et il mesure ce rythme en nombre de... Par exemple, Billie Jean, c'est du 120. Ça, c'est 120 BPM. Et en langage méditatif, quand on note, cet enseignant-là parlait de NPM, notes par minute, comme mesure d'à quel point on est densément présent à l'expérience. Hein. Si on a beaucoup de notes en attention ouverte, on dit son, sensation, pensée, sensation, sensation, c'est qu'on a beaucoup de NPM. Mais ça correspond pas forcément à ce qui convient à tout le monde. Il y a des gens dont la note frénétique, pour eux, ça constitue une distraction, en fait. Et ça en est une. Et à un moment, on est un peu obligé de la laisser tomber, même si elle nous a bien convenu, parce que généralement, ça devient, en cours de méditation, à un moment ou à un autre, plus un frein qu'une aide. Mais au début, c'est vraiment une aide pour entrer
en relation avec l'objet et avec les distractions. Cette notion de continuité du temps, ça renvoie aussi à se demander où est-ce qu'il y a des trous dans le temps de notre méditation. Par exemple, dans une méditation sur la respiration, si vous réalisez que souvent vous êtes distrait entre deux respirations, avec vraiment cette inspiration, expiration. Ok, c'est fait, j'ai observé une respiration. Maintenant, je peux penser à mes vacances ou à ce que j'ai entendu ce matin au boulot. Il y a ce côté mission accomplie. Hein. J'ai inspiré, j'ai expiré, et à la fin de l'expiration, il se passe pas grand-chose. C'est pas très stimulant. Dans la région abdominale, c'est un peu calme. Donc c'est hyper tentant, dans ce calme, de se dire, et si je pensais brièvement à autre chose? Donc souvent, il y a des zones dans la continuité du temps qui sont plus à risque qu'on perde notre pleine conscience que d'autres. Ça peut être aussi après avoir fait un pas, typiquement. Vous avez levé, placé, posé le pied, et là c'est fait. Et il y a cette espèce de moment un peu délicat où vous allez quitter un côté pour centrer de nouveau un peu plus votre attention sur l'autre côté du corps. Et c'est facile de penser à autre chose à ce moment-là. Dans cette relation au temps, compter, utiliser la note mentale peuvent nous aider. Et parfois aussi de se mettre un petit peu au défi, de vous dire combien de temps, à partir de maintenant, je peux rester en pleine conscience de façon continue avant que je sois distrait. Et par quoi est-ce que je serai distrait? Avec vraiment cette intention de rester là. C'est de nouveau une forme de vitaka, de se dire ça. De rétablir l'attention à l'objet. La concentration implique aussi d'aller chercher au plus brut, au plus précis, ce qu'on est en train d'observer. Par exemple, une expression que j'utilise souvent, comme si c'était la première fois. Donc on observe la respiration, chaque respiration comme si c'était votre première respiration. Comme un enfant qui découvre ce que c'est, cette sensation-là. Cette idée, parce que très vite, notre cerveau conceptualise pour s'épargner les efforts. Donc à peine on a appris à méditer sur la respiration, qu'on va dire « Ah oui, je sais ce que c'est ». Donc là, j'observe l'inspiration, là j'observe l'expiration, et tout à coup, subtilement, on va s'éloigner de la perception de la sensation pour percevoir une représentation qu'on se fait de ce que c'est que la sensation de l'inspiration et de l'expiration. Et quand on a cette relation-là, on a tendance à perdre plus facilement la concentration parce que ça devient un peu ennuyeux, en fait. On observe à chaque fois la même chose. Il n'y a pas cet émerveillement pour chaque nouvelle respiration comme quelque chose de neuf, de différent, de nouveau. Donc, forcément, on pense à autre chose. Donc, on va toujours à la rencontre de la sensation brute. Mais qu'est-ce que c'est vraiment que cette sensation étrange? Il y a quelque chose de musculaire qui se passe, il y a quelque chose de l'ordre de l'air qui entre et qui sort. Qu'est-ce que c'est que ces sensations-là vraiment? C'est pas juste la respiration. Et une pensée n'est pas juste une pensée, ça pourrait être une parole intérieure, ça pourrait être une image, ça pourrait être un mélange des deux souvent. Donc toujours cette curiosité pour se demander exactement ce qu'on est en train d'observer. Quelque chose de frais à chaque fois. Pour établir la concentration, avoir une relation lucide aux distractions aide aussi. Donc mieux on connaît ce qui vient nous éloigner de la respiration, mieux on l'observe et plus vite on revient aussi. À force de cohabiter avec mon esprit, je commence à très bien connaître mes classiques et ça facilite quand même beaucoup l'observation des pensées parce que c'est souvent la même qualité de pensée, elles s'expriment souvent de la même manière et il y a des émotions classiques, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait partie des charmes de la pratique méditative sur le long terme, c'est qu'au début vous dites « Ah, quelle horreur, de la honte !» Puis après 10 ans de méditation, vous dites « Ouais, ok. » Et du coup, il y a moins de réactivité, donc vous êtes plus
capable de juste dire, ah oui, de nouveau, j'ai honte parce qu'il y a 22 ans, j'ai dit un truc que j'aurais pas dû dire. Ok, notez, je reviens. Hein. Alors qu'au début, c'est beaucoup plus déstabilisant. Donc bien connaître les distractions, les classiques, hein, l'envie de quelque chose qui n'est pas là, le rejet de quelque chose qui est là, l'agitation, la somnolence, le doute, la rêverie, et vous méfiez en particulier des distractions qu'on a tendance à ne pas identifier comme distractions, c'est-à-dire toutes celles qui tournent autour de la pratique méditative. C'est un truc qui s'observe assez souvent, où tout à coup, vous avez une pensée, oui maintenant, là t'observes bien, là t'es bien dans la respiration, et c'est un peu votre pote le coach. Il dit, oui, non, les autres pensées, je suis d'accord, c'est les distractions, mais moi, je suis ton pote, le coach méditatif, tu vois, et t'as besoin de moi, et je suis intégré à ta méditation, je suis pas un corps étranger. Je suis ce pote qui te dit, là, c'est bien, là, c'est moins bien, là, il faudrait peut-être faire ça comme ça. Alors non, c'est un faux ami. Et pareillement, cette pensée, je sais que je pourrais faire mieux, parce que j'ai eu cette retraite il y a quelque temps où j'avais vraiment une bonne stabilité à l'attention. Je sais que je peux faire mieux que ce que je vis maintenant. C'est une pensée nulle comme les autres. C'est pas une pensée plus noble parce qu'elle fait référence à votre pratique méditative. Donc, il y a vraiment toutes les pensées qui tournent autour de la méditation elle-même. Elles se déguisent en pensées vertueuses pour vous arnaquer. Et il faut pas se laisser avoir. Elles sont quelconques, insignifiantes, sans aucune espèce d'intérêt, comme la pensée « ai-je bien éteint mon four ?» C'est du même niveau, ça, pas plus haut, pas plus noble, pas plus spirituel. Quels sont les bénéfices du développement de la concentration? Alors, un bénéfice immédiat, c'est le calme. Hein, et c'est la première chose que j'ai appréciée avant même de comprendre comment marchait la pleine conscience. Le premier bénéfice concret que j'avais expérimenté, c'était le calme. J'étais insomniaque à l'époque, je méditais parce que j'étais insomniaque. J'étais dans mon lit à ne pas dormir, avec des pensées anxieuses, et 5 ou 6 respirations de suite, sans pensée anxieuse, c'était merveilleusement plus agréable que mes pensées anxieuses. Donc il y avait vraiment ce côté, c'est agréable d'avoir du calme, même si c'est à coup au début de 2 respirations, 3 respirations consécutives et pas plus, c'est agréable. Hein. Et c'est la raison pour laquelle quand les pratiques de concentration ne sont jamais aussi attrayantes que quand ça va pas. Parce que quand les choses vont bien et que vous voulez méditer sur un objet unique, c'est un peu ennuyeux. Vous auriez envie de faire de l'attention ouverte, plutôt quelque chose d'un peu plus varié, diversifié. Mais quand vous n'êtes pas bien du tout, qu'est-ce que c'est bon d'avoir 3 respirations sans cette angoisse, 3 respirations sans cette tristesse, sans cette colère. Donc on apprécie beaucoup ce calme quand on en a besoin. Et ce serait d'ailleurs ma recommandation quand ça va pas fort, il vaut mieux consacrer plus de temps à la concentration et moins de temps à l'attention ouverte. Parce que vous avez plus besoin de cette stabilité et moins besoin de cette exploration libre de vos pensées. Il y a un bien-être quand on entre dans une qualité de concentration élevée, c'est d'abord subtilement agréable et par moments c'est super agréable. Au point que dans certaines traditions méditatives, on avertit, méfiez-vous des états que vous obtenez en vous concentrant, parce que ça peut être tellement agréable que vous pouvez devenir des drogués de ces états-là et oublier justement l'exploration de vos pensées, de vos émotions, pour juste rechercher ce high. Alors, il faut y aller quand même pour en arriver à ce niveau-là, mais c'est possible. Et c'était historiquement dans le parcours du Bouddha, le problème qu'il rencontrait avec ces états-là, parce que sa première découverte méditative, c'était ça, c'était la concentration. Mais le problème, c'est que il obtenait des états de concentration très stables, très agréables, très plaisants. On se rappelle qu'il avait commencé une quête spirituelle parce qu'il était profondément déprimé. Hein. Donc, il était plus déprimé. Et après, la méditation s'arrêtait et il était de nouveau déprimé. Donc, il est arrivé à la conclusion, c'est génial,
Ça permet de cultiver une stabilité qui est précieuse. Ça fait du bien, mais je peux pas rester tout le temps comme ça. Donc c'est pas une solution durable à mes problèmes. Donc il manquait plus cette dimension de pleine conscience qu'il a travaillé par la suite, de changer sa relation aux pensées quand elles sont là, plutôt que de créer une situation où il y a presque pas de pensée. C'est pas un bonheur durable, c'est un bonheur temporaire et pas tellement compatible avec une vie normale. Donc voilà. Mais on peut atteindre des grands états de bien-être. Et il y a le bénéfice indirect parce qu'on se muscle quand on travaille la concentration, et on en bénéficie aussi dans les méditations d'attention ouverte. Et je vais donner une métaphore qui me parle, qui parlera pas forcément à tout le monde. Je suis pas sûr que elle soit très féminine de nature. C'est peut-être plus une métaphore de petit garçon. Mais quand on a une concentration élevée et qu'on médite, dans la relation qu'on a aux distractions, c'est un peu comme un boxeur. La différence entre le boxeur qui, quand il se prend un coup, est dans les vapes pendant 3 minutes, et puis émerge tout à coup et se dit « mais qui m'a frappé ? Que m'est-il arrivé ?» et un boxeur qui voit le poing de son adversaire qui s'approche de son visage et qui a le temps de se pencher sur le côté, de l'éviter, de dire « c'est tout ce que tu sais faire ?» Et dans la méditation, c'est un peu la même chose, c'est que par moment, vous êtes vraiment « ah, ça fait 5 minutes que je pensais à mes prochaines vacances et plus à la respiration, et c'est maintenant que je m'en aperçu. » Là, c'est l'uppercut. Et vous avez perdu connaissance pendant 5 minutes. Et il y a d'autres moments où vous dites, tiens, je vois un début de pensée qui aimerait me faire partir sur le chemin des vacances. Je la vois là. Il y a quelque chose qui s'est détendu dans mon corps et j'ai un début d'image de plage. Et je sais que ça pourrait devenir une escapade de 5 minutes aux Maldives. Et non. Je vais rester en attention ouverte ou je vais revenir à la respiration. Et ça, c'est ce qui se passe quand on a cultivé la concentration, et c'est très très flagrant si on fait une retraite méditative, c'est que tout à coup, on réalise après quelques jours que on voit venir les pensées. On dit tiens, bien essayé, mais non. Hein, alors qu'en arrivant, c'était vraiment quelque chose m'a tapé sur la tête et je suis parti ailleurs et je sais pas quand, quoi, où, aucune idée. Donc il y a ce bénéfice-là qui est très agréable. On a aussi une perception plus fine du temps et de ce qui se passe dans le temps. Pour vous donner un exemple avec les pensées, parce que ce qui est le plus compliqué méditativement, c'est évidemment la relation qu'on a aux pensées. C'est elles qui nous volent le plus terriblement notre attention. On peut rester très longtemps à l'attention ouverte entre son, sensation, ce que voient les yeux fermés, son, sensation. Et tout à coup, paf, il y a une pensée et elle nous happe et on perd conscience. Et par moment, dans les découvertes que j'ai faites dans ma carrière méditative, et c'était grâce à des états de concentration temporairement élevés, j'ai pu réaliser que, par exemple, si je commençais à penser, c'est parce que d'abord, il y avait une conscience de ma tête. Hein, c'est une sensation tout à fait innocente. En l'attention ouverte, je peux remarquer, tiens, j'ai conscience de ma tête. Mais la tête, pour moi, se rapproche un petit peu plus de qui je suis que mon pied, par exemple. Donc, d'avoir conscience de la tête, il y a une ouverture aux pensées qui est plus grande que si j'avais conscience de mon pied. Et après, dans cette conscience de la tête, je sens comme un engourdissement, une espèce de détente. Et c'est encore une sensation que je peux observer, tout à fait agréable, des petits fourmillements, comme si la tête prenait la direction d'une détente physique qui se voit pas forcément, mais il y a quelque chose qui se relâche. Et après, je vois les yeux fermés, mais je vois quelque chose qui se brouille un peu.
comme une espèce de nuage plutôt que le noir qu'on peut voir quand on ferme les yeux et qu'on regarde ce qu'on voit. Et mes yeux, je sens que je perds le focus. Même les yeux fermés, vous pouvez réaliser que vos pupilles seraient en train de se dilater, comme si vous commenciez à voir flou. Et là, la pensée survient. Et là, je perds mon état de pleine conscience. Donc, comment vous glissez d'un moment où vous êtes complètement à votre affaire, en train d'observer, tiens, ça c'est une sensation, tiens, ça c'est un son, tiens, ça c'est de nouveau une sensation. Et tout à coup, il y a une pensée et vous partez. Et si vous avez un niveau de concentration élevé temporairement, par moment, vous pourrez vraiment sentir chaque étape qui vous a fait glisser là. Le contraire de cet uppercut qui vous fait perdre complètement conscience de ce qui s'est passé. Et c'est extrêmement agréable quand ça arrive, parce que on comprend quelque chose. Et on comprend aussi quelles sont les sensations qui nécessitent peut-être d'être surveillées quand elles se manifestent. J'ai réalisé à un moment que nommer tête, quand j'avais conscience de ma tête, ou nommer visage, me permettait de m'assurer que quand cette sensation de conscience du visage arrivait, je restais en pleine conscience et je glissais pas vers ce monde des pensées où ça pouvait m'emmener. Donc si vous réalisez que pour vous, dans les moments où vous avez une bonne stabilité de concentration, vous prenez conscience d'une espèce de schéma. Tiens, quand je pense, quand je suis focalisé là-dessus, j'ai tendance ensuite à glisser et à perdre ma concentration. Ça peut être aussi une douleur. Ça, c'est un grand classique. Vous avez conscience d'une sensation douloureuse dans le corps et comme elle est désagréable, vous avez une pensée, ah là là, j'aimerais pas qu'elle soit là, et paf, vous commencez à partir en rumination. Donc d'avoir conscience de ce qu'il y a dans ces glissements, qui pour vous font passer d'un état de concentration à un état de perte de cette concentration. Est-ce que quelqu'un a déjà observé que certaines perceptions avaient tendance à vous faire partir, à vous faire perdre votre stabilité? C'est déjà un constat que vous avez fait? Ouais. Quoi, par exemple? Une douleur, typiquement. Ouais. Ouais. La fatigue. La fatigue. Dans quel sens? Parce que c'est plaisant ou parce que c'est déplaisant? Parfois on est fatigué et puis tout d'un coup, c'est comme on appelle ça la torpeur. Oui. Donc tu sens le glissement. Oui, je sens le glissement. C'est plutôt plaisant. Oui, c'est plutôt plaisant. Ok. Moi, ça m'a plutôt fait peur. J'ai failli basculer une ou deux fois parce que je sentais que je partais en avant. C'est toujours, on le vit toujours comme une chute depuis une montagne de 5000 mètres à pic. Et généralement, ce que je vois, moi, quand j'ouvre les yeux, que je vois ce phénomène, c'est quelqu'un qui fait. Mais je sais que pour cette personne, c'est... D'autres choses que vous avez remarquées? La tendance de vouloir vite encore organiser quelque chose avant de retourner à la méditation. Oui. Ça, je trouve. Donc ces petites... Et là, il y a cette petite permission de faire quelque chose que tu te donnes consciemment, pratiquement. Oui, j'ai encore pensé comment quel train je prendrais Oui. après. Oui. Alors ça aussi, parce que cette pensée de permission, c'est un peu comme la personne au régime qui se dit, oui, mais bon là, c'est spécial parce que c'est un produit bio-artisanal et d'ailleurs c'est sucré qu'au miel. Donc c'est quand même, enfin l'indice glycémique, il est pas, c'est quand même un peu keto quoi. Il y a ce même genre de pensée dans les méditations où vous vous donnez une permission de penser à un truc et en fait vaut mieux pas quand même. Donc attraper cette qualité de pensée qui vous fait vous dire là temporairement c'est permis, ça peut être très utile aussi. Et ça peut être justement une douleur, ça peut être une partie du corps que vous associez plus à votre âme, comme la tête ou comme le fait de regarder. Ça peut être ces pensées particulières, ça peut être la somnolence, où là aussi il y a un moment où vous êtes en train de faire ça et vous pourriez, c'est Vitakka, vous pourriez donner un coup d'essuie-glace au moment où vous sentez que vous partez et ramener un petit peu de clarté parce que c'est en train de s'embrumer. Là, c'est vraiment typiquement la métaphore de l'essuie-glace est parfaite pour la somnolence. C'est vraiment ce qui se passe. C'est en train de s'embrumer, il y a de la buée sur la vitre. Et cette buée menace de vous faire partir dans un monde très agréable et rêveur. Et il faut donner un coup d'essuie-glace, quoi. En vous disant, qu'est-ce que je faisais déjà?
j'observais pas ce truc agréable. J'étais, ah ouais, la respiration. Et pour développer, pour cultiver cette concentration, la pratique intensive est quand même assez miraculeuse. Donc que ce soit une retraite ou que ce soit de temps en temps, si vous avez une pratique méditative avec des périodes de 20 minutes, de 30 minutes, de vous dire, tiens, une fois, je pourrais me mettre sur mon meilleur fauteuil, le fauteuil Eversteel, celui qui m'a coûté 2500 francs avec la coudoir réglable et tout. Mais je reste 1h15. Je reste 1h30. Et j'essaye de voir ce qui peut se passer en 1h30 de différent par rapport à une méditation de 20 minutes. Et pour cultiver la concentration, de temps en temps, il faut se mettre un peu à l'épreuve. Mais comme pour l'endurance physique, de temps en temps, il faut courir un peu plus longtemps, ou il faut faire une semaine de marche en montagne. C'est vraiment pareil. Ça se développe de cette manière-là, hein, en mettant la barre un peu plus haut de temps en temps, pour passer les paliers. Et même si on les perd, puisque c'est pas comme le vélo, on aura fait l'expérience de certaines choses qui nourriront notre pratique méditative. Je vous propose, comme le temps passe et que c'était quand même très théorique tout ça, s'il n'y a pas de questions, on peut terminer par de la bienveillance. Est-ce qu'il y a une question? Non. Qui a retenu les termes techniques Pali pour établir l'attention et la maintenir? Vitaka. Vitaka, ça c'est établir. Vinanja. C'est pas mal. Quelque chose comme le deuxième, je suis pas trop sûre. Vijara. Non, je ris parce que je pense à ma gestuelle quand je fais ces causeries. Et je me rappelle d'un participant qui avait écrit dans le formulaire d'évaluation de fin de cours. Tout était très bien. Sa gestuelle était un peu énervante. Alors, en appréciant à quel point votre corps est détendu, s'il ne l'est pas suffisamment, pour de la bienveillance, c'est important qu'on prenne une petite minute pour s'accorder à chaque expiration un peu plus de détente, un peu plus de relâchement. Et en évoquant une personne qu'on aime beaucoup, à laquelle on n'aurait aucune difficulté à souhaiter du bien.
En évoquant cette personne, on apprécie en imagination sa présence, on la laisse être présente. Et on lui souhaite ce qu'on a envie de lui souhaiter en choisissant quelque chose qu'on puisse souhaiter à n'importe qui d'autre quand même, mais quelque chose peut-être que cette personne nous inspire. Qu'est-ce que vous choisissez de lui souhaiter? En lui adressant cette phrase intérieurement, vraiment d'une façon qui vous permette d'apprécier l'intention bienveillante que la phrase exprime, en laissant un peu d'espace entre deux répétitions pour que cette intention se manifeste aussi dans le silence, pour qu'elle résonne, répétant intérieurement. Et cette qualité de bienveillance, la laissant quelques instants s'exprimer dans le silence pour cette personne-là. Et prenant conscience des personnes autour de vous, des présences autour de vous. En adressant aux personnes autour de vous, et vous pouvez vous y inclure aussi, les mêmes mots, un je vous souhaite ou un je nous souhaite, la même intention bienveillante,
Et cette qualité de bienveillance, en la laissant s'exprimer silencieusement, intérieurement, une sensation, une expression sur le visage, ou juste une intention silencieuse pour toutes les personnes autour de vous et au-delà, laissant rayonner cette bienveillance. Vous m'êtes encore plus sympathique. Je ne pensais pourtant pas ça possible.